Ready Player One est un film de science-fiction américain réalisé par Steven Spielberg sorti en 2018. Un film très attendu puisqu'il est lui-même adapté du roman Player One d'Ernest Cline sorti en 2013. Le film nous propulse en 2045 alors que la Terre est devenue un monde post-apocalyptique après d'innombrables crises qu'elle a traversées. L'humanité, ne pouvant supporter ce mode de vie insoutenable, décide de se réfugier dans un jeu vidéo intitulé l'Oasis. Un MMORPG aussi gigantesque que possible, addictif et coûteux. Lorsque James Hallyday, le créateur du jeu, décède, il laisse derrière lui un défi que l'humanité devra relever pour pouvoir acquérir les droits de l'Oasis, réussir à obtenir la clé des 3 épreuves et trouver l'Easter Eggs. C'est alors le monde entier qui accepte le défi pour obtenir l'Oasis pour eux tout seuls. C'est alors que nous allons suivre les péripéties du personnage Wade Watts, plus connu sous le pseudonyme de Percival dans l'univers de l'Oasis, qui essaiera de remporter le défi tout en comprenant la vie du créateur. Si Ready Player One était un film extrêmement attendu, c'est pour la même raison que dans le roman, c'est une œuvre bourrée de références à la pop culture, aussi bien jeux vidéo, cinéma que musique. Comme si les deux œuvres légitimaient la passion qui animait cette communauté dont j'en fais techniquement partie. Et alors qu'est récemment annoncé la mise en production du second volet Ready Player 2, lui aussi adapté du second roman Ready Player 2, dont son titre est différent de Player One, puisque de par ce titre, la suite veut clairement se démarquer comme étant une suite du film, et non du livre, ce qui démontre une approche plus commerciale. Alors bien entendu, Ernest Cline n'est pas le seul auteur à avoir tenté cette opportunité. Psychose 2, le bouquin en est la preuve, le problème c'est que le scénario était véritablement mauvais, et les retours que j'ai entendus de ce second bouquin ne sont pas vraiment favorables, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. C'était donc l'occasion pour moi de revenir sur un film qui en France est devenu un véritable phénomène, mais également avec son lot de détracteurs, dont j'en fais partie. Pourtant, Steven Spielberg semblait être la personne idéale pour réaliser le film. Vous ne le savez peut-être pas, mais outre le monde du cinéma, c'est un passionné de jeux vidéo. C'est à lui à qui l'on doit la série de jeux vidéo Medal of Honor. Mais ce n'est qu'un maigre exemple de ce qu'il a apporté. Et Ernest Cline avait avoué s'être inspiré de la narration des films de Spielberg pour concevoir son histoire. Et l'un des intérêts principaux de Spielberg à réaliser le film est plus de rendre hommage à ses collègues qu'à lui-même, n'ayant pas envie que Ready Player One ne soit ni plus ni moins qu'un best-of de sa filmographie. Et de ce que j'ai pu lire en interview, sa volonté est noble. Et pourtant, Ready Player One est un film que je méprise pour plusieurs raisons. A noter cependant que je n'ai pas lu l'œuvre d'origine, mais le film a de toute façon été pensé pour ne pas ressembler au bouquin utilisant une trame différente, ce choix étant assumé par l'auteur lui-même. En ce sens, il est, encore une fois, pas nécessaire d'avoir lu le matériau de base pour regarder l'adaptation. Surtout que du peu que j'ai pu lire sur internet, cela ne m'a pas vraiment aidé à me réconcilier avec le film. Même si ce dernier essaie d'avoir un propos plus nuancé que le livre. Car en effet, ce qui fait défaut aux deux œuvres, c'est son message. Comment peut-on prétendre que les deux œuvres légitiment le monde des geeks, et les prendre de haut avec un message très paternaliste ? Spielberg lui-même confirme que le message de son film est que le vrai monde vaut mieux que la fiction. Laissons comprendre que malgré tout, Spielberg a une morale à faire passer. Surtout quand le film et le bouquin est surtout adressé à un public qui ont au moins 40 ans. Et c'est là qu'intervient mon premier problème avec le film. En apparence, il a tous les ingrédients pour faire une ode à la culture geek. C'est bourré de références et de clins d'œil à tire-larigot, il y a des chansons de pop culture, il y a des références au cinéma, enfin bref, absolument tous les ingrédients pour plaire. Et en effet, si on s'amuse à faire un arrêt sur image, on peut choper toutes les références du film, et ça devient un mini-jeu assez intéressant. Seulement, cette idolation de la culture geek n'est pas l'intérêt principal du film. Spielberg avait d'ailleurs déclaré à ce sujet que les références n'étaient uniquement là que pour donner un ton à l'univers, mais que l'intérêt principal était son histoire. Parce que lorsqu'on observe l'histoire et ses personnages, on se rend surtout compte que le film se fout un petit peu de notre gueule. On est quand même dans un univers où règne une crise économique qui a complètement endetté le pays, et les gens, plutôt que d'essayer de faire quelque chose, décident de fuir dans un jeu vidéo. Et le défi d'Hallyday n'est uniquement là que pour alimenter les intérêts personnels des joueurs ou des joueuses. Littéralement, le défi, c'est chacun pour sa gueule. Et d'ailleurs, le film est honnête sur sa morale, puisque si dans la première scène du film, qui n'est autre qu'une scène d'exposition pour nous présenter l'univers narré par le personnage principal, elle n'est là que pour démontrer ô combien la culture geek a détruit la vie de ces gens. Regardez-les jouer aux jeux vidéo, à ne même plus aller au travail, à se négliger, à ne même plus payer d'impôts.
Regardez cette mère de famille tellement absorbée par son jeu vidéo qu'elle ne remarque absolument pas que sa casserole est en feu malgré les alertes de sa fille. Une séquence qui en dit déjà long sur le message du film. Et c'est là d'ailleurs que je ne comprends pas. Si le début du film annonce déjà la couleur, comment peut-on penser que la fin est plus positive ? La raison est peut-être à travers ses personnages, et tout particulièrement le héros principal, Wade Watts. Peut-être que son parcours a été pensé pour donner un regard plus positif sur le monde des geeks, adoptant son point de vue et comprenant sa passion. Mais là aussi, le doigt d'honneur est bien tendu. C'est un personnage qui vit avec sa tante, et ne rêve qu'une seule chose, remporter le défi de James Hallyday. Et se taper le cul d'Artemis, accessoirement. C'est à cause de l'Oasis que lui et sa tante sont financièrement dans la merde, comme nous l'explique ce charmant petit échange. On peut donc penser que l'histoire est tout simplement que Wade veut remporter le défi pour l'aider lui et sa tante à sortir hors de l'eau, donnant ainsi une motivation et un objectif clair à notre personnage. Et même si c'est simple, c'est suffisant pour en faire une motivation. Sauf qu'en réalité, non. Wade se fiche complètement de ce que lui et sa tante traversent. Tout ce qui l'intéresse, c'est jouer à l'Oasis tranquillement dans sa petite camionnette blanche. Ouais, parce que comprenez, c'est un putain d'introverti de merde. Et son seul objectif et motivation sera de remporter le défi d'Hallyday pour lui tout seul. En plus de ne dégager aucune empathie pour son prochain, Wade Watts est la caricature parfaite des geeks pour les journaux télé. Je n'ai pris absolument aucun plaisir à le suivre. Je hais ce personnage. Il n'est juste motivé que par ses propres intérêts. Alors certes, il provient d'une famille très compliquée, me diriez-vous, et que c'est normal qu'il utilise les jeux vidéo pour fuir cette horrible réalité. Mais justement, pour fuir. Parce que si on regarde attentivement, sa famille, elle est compliquée pourquoi à votre avis ? À cause de l'Oasis. C'est même pour ça que sa tante l'engueule. C'est parce que lui et son beau tonton, je sais pas si c'est comme ça, vident leur économie dans un jeu en ligne. C'est littéralement une mère qui vient engueuler son gosse qui a vidé sa carte bleue sur Fortnite. Et puis on ne peut pas dire que sa tante le déteste non plus. Quand son nouveau chéri met une claque à Wade, regardez sa réaction. C'est une personne qui a une famille à charge et qui veut sortir la tête de l'eau et qui en a marre que toutes ses économies soient vidées dans un jeu en ligne. Et Wade est tellement un bon personnage que tout ce qu'il veut c'est gagner le défi et se barrer. Et se taper le cul d'Artemis, accessoirement. Au point d'ailleurs que lorsque sa tante meurt dans une explosion terroriste provoquée par l'antagoniste du film, Wade n'a même pas le temps de se remettre de ses émotions puisque 2 minutes après, il rencontre Artemis dans le monde réel. De ce fait, la mort de sa tante n'est absolument plus un problème pour lui. Et c'est quand même quelque chose de dingue. Les familles en galère, c'est l'un des thèmes principaux de Spielberg, mais il arrivait toujours à leur donner un aspect chaleureux et fort, laissant littéralement place à l'émotion, alors qu'ici, on en a juste rien à foutre. Rien qui permet de développer émotionnellement le personnage de Wade. Mais je reconnais exagérer un petit peu, il y a tout de même une scène du film qui démontre l'émotion de Wade. C'est la fameuse scène du film où Sorrento, l'antagoniste du film, propose à Wade une somme d'argent colossale. Et là oui, en effet, il fallait montrer Wade dans tous ses états. Par contre, sa tante qui meurt 2 minutes après, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Et ce choix apporte davantage d'antipathie envers le personnage de Wade et la communauté geek en général, en montrant que Wade est plus fasciné par l'argent que la perte d'un proche. Et justement, en parlant d'Artemis, dans le monde de l'Oasis, elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses, son objectif étant de remporter le défi d'Hallyday pour pouvoir rembourser les dettes que son père devait à l'Oasis et qu'elle a héritées. Sérieusement, vous pensez toujours que ce film légitime les jeux vidéo? Et leur relation est tellement cliché et artificielle que j'ai même pas envie de m'étendre plus. Par contre, je te préviens, je pète au lit. Waouh, Artemis est la meilleure joueuse de l'Oasis, et si je lui prouvais ce que je vaux? Oh bah merde, j'ai cassé ta moto. Ferme ta gueule, espèce de sale petite vierge. On pourrait cependant argumenter en expliquant que ce qui lie les deux personnages est évidemment leur passion du monde des geeks. Ben dis donc, Parzival, t'as the matos. Mais quand elle finit par expliquer au bout de 30 minutes à Wade le pourquoi est-ce qu'elle est dans l'Oasis, bon, difficile de parler d'une discussion entre deux passionnés. Parce que c'est un élément qui est assez constant dans le film. À chaque fois que tu entres à l'intérieur de l'immersion, profitant pleinement des références que tu connais, il y aura toujours un personnage pour t'en faire ressortir. Comme s'il fallait littéralement que tu arrêtes de jouer et que tu te réveilles. Et le problème de cette idée, c'est que c'est complètement contre-productif par rapport au film lui-même. Et d'ailleurs, le film est tellement contre-productif que sa fin est elle-même contre-productive. Une des volontés scénaristiques de Spielberg était de montrer de jeunes héros affrontant un système capitaliste. Ce système étant représenté par l'antagoniste du film, Sorrento. Un personnage qui représente très bien les compagnies pompe à fric comme Activision ou Electronic Arts, qui se revendiquent comme des passionnés du genre tant que leurs actions ne disent pas le contraire. Et même si cela fait plaisir de les voir se faire taper sur la gueule, dans le monde dystopique de Ready Player One, ce n'est vraiment pas le moment.
Mais alors, si Wade est détestable et que Artemis n'est qu'une moralisatrice sur pattes, que reste-t-il à apprécier? Je pourrais vous parler vite fait du créateur de l'Oasis, James Hallyday, mais ce personnage est également comme Wade, en plus d'être un putain de coincé du cul. Bah quoi, c'est un putain d'enculé d'introverti de merde. Regardez-le avec son regard d'ahuri et son look crasseux là, il se lave pas. Un personnage dont la mort, et ça on s'en doute depuis le début du film, est en réalité un prétexte puisque ce dernier a juste inséré sa conscience à l'intérieur de l'Oasis. Et que de ce fait, Hallyday n'est en réalité pas mort. Son but étant de trouver un héritier qui ne fasse pas les mêmes erreurs que lui, c'est-à-dire des erreurs de gros capitalistes. Et c'est justement ce que Wade va finir par comprendre lorsqu'il va se retrouver nez à nez avec Hallyday lui-même. Et c'est d'ailleurs pour le tester que Hallyday lui demande de signer un contrat que Wade refusera. Mais qu'il finira par signer 10 minutes plus tard, en gardant en tête le conseil d'Hallyday qui est, évidemment, pousser les gens à ne jouer que quelques heures par semaine aux jeux vidéo, Et se taper le cul d'Artemis accessoirement. et fin du film. Le problème de cette décision finale est que bien que l'on soit content de voir une société capitaliste s'effondrer, on y voit aussi Wade qui a accidentellement foutu tous les employés de Sorrento au chômage. Puisque outre le fait de ne jouer que 2 jours par semaine, il a aussi voulu que les entreprises n'aient plus accès aux jeux. Ce que je veux dire, c'est que combattre le capitalisme, ok, j'ai rien contre, mais pas dans un contexte où les gens ont clairement besoin d'argent. Ce qu'a fait Wade en fin de film en récupérant l'Oasis, c'est uniquement accroître la crise économique. Donc au final, il a davantage foutu la merde pour son plaisir personnel. Et étant donné qu'on nous a expliqué que l'Oasis coûtait beaucoup d'argent aux familles, eh bien à la fin du film, Wade est devenu le nouveau visage du capitalisme en faisant bien attention à tout se garder pour lui. Donc au final, les intentions de Spielberg sont un petit peu foireuses. Alors bien sûr, pour éviter que cette critique soit trop longue, je suis resté en surface sur beaucoup de choses. J'aurais pu vous parler des moments un petit peu racistes du film, à ce que j'ai pu lire hérité du bouquin lui-même, dans lequel, par exemple, Ash, la meilleure amie de Wade, explique qu'elle a l'habitude lorsqu'elle est confrontée à la police en fin de film, comprenez, c'est une afro-américaine évidemment qui font ça tous les jours, un personnage aux origines asiatiques dénommé Cho, qui en plus de balancer des phrases de gâteau chinois, cela joue au personnage d'animé tellement en fond que ça en devient nanardesque, parce que bon, comprenez, il est asiatique, etc., etc. Vous l'avez compris, pour moi, Ready Player One n'est absolument pas un film qui légitime la passion des geeks. D'autant plus que c'est un film qui se regarde le nombril. On sent qu'il est persuadé d'être le seul film à vraiment parler de réalité virtuelle. Voire même, Ernest Cline, l'auteur du bouquin, affirme être l'inventeur de l'Oculus Rift. Le problème, c'est que ce film n'est pas le premier ni le dernier à traiter de la réalité virtuelle. À ma connaissance, un des premiers films populaires à le faire n'est ni plus ni moins que Tron. En plus d'être un des premiers films à populariser la CGI à l'écran. L'histoire du film est toute simple, c'est l'histoire d'un développeur de jeux vidéo qui veut récupérer les droits de son jeu. Et outre le fait qu'on ressent l'humour et la patte Disney à quelques endroits, le film essaie d'écarter tout aspect moralisateur pour se concentrer sur le divertissement et l'épanouissement. Et en vrai, ça a marché. Ça a même beaucoup marché. Il faudra attendre 10 ans plus tard pour que la question de la réalité virtuelle soit traitée de façon un peu plus sérieuse. Et oui, c'est en effet le film Le Cobaye qui va apporter lui aussi sa pierre à l'édifice, et pas qu'un peu. Si vous avez l'habitude de traîner sur internet ou regardant quelques vidéos critiques, vous avez forcément déjà entendu parler que ce film est un véritable nanar. Alors oui, en effet, l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard et la réalisation est assez classique. Mais tout comme Tron, le film essaie de vendre la réalité virtuelle. Puisqu'il faut savoir que les appareils de réalité virtuelle que l'on observe tout au long du film sont toutes authentiques. Tout simplement parce que son réalisateur, Brett Leonard, est un fan absolu de réalité virtuelle. Voire même, en allant dénicher quelques infos sur le film, j'ai appris que c'est Pierce Brosnan lui-même qui aurait soufflé l'idée au réalisateur d'utiliser de véritables appareils de réalité virtuelle. Le seul appareil qui est cependant fantaisiste et fictif étant ces espèces de trucs circulaires, évidemment. Et même si on peut penser ce qu'on veut du film, eh bien lui, contrairement à Ready Player One, a réellement fait avancer la réalité virtuelle. Déjà parce qu'il a aidé à le promouvoir, mais également parce qu'il a inspiré à aller plus loin. Mais le thème de la réalité virtuelle va véritablement connaître son heure de gloire avec évidemment la trilogie Matrix et le film Avalon, qui avait en plus des réflexions et des thématiques assez profondes sur la réalité et la réalité virtuelle. Donc encore une fois, des films qui traitent de la réalité virtuelle, il y en a eu des meilleurs avant Ready Player One et il y en aura sans doute des meilleurs après le film. Je jetterai une dernière grenade dans le lavabo en parlant du film The Last Starfighter, un film que Ernest Cline a repompé comme un gros sale pour son roman Armada.
Outre le fait que le film est réalisé par Michael Myers, c'est un film qui met en avant un personnage qui, grâce à ses aptitudes en jeu vidéo, va devoir sauter dans un vaisseau et sauver la galaxie d'une certaine menace, puisque le jeu vidéo a permis de détecter en lui un certain potentiel, ce qui lui a permis, bien que réticent à l'idée au départ, de trouver son propre chemin. Maintenant, imaginez un instant si dans le monde réel, on peut utiliser les jeux vidéo pour se dépasser et faire quelque chose de mieux. Parce que c'est bien beau de stigmatiser la culture geek en expliquant qu'on est juste des fous dangereux à fusiller les maternelles, ou que tout simplement on ne pense qu'au cul et à l'argent, mais il me suffit de lire des témoignages de personnes qui expliquent en quoi les jeux vidéo ont été bénéfiques dans leur vie, ou le fait que beaucoup utilisent cette passion dans des œuvres caritatives, pour me rendre compte que le média est bien plus positif que ce que certains peuvent penser. Alors certes, on pourrait parler du thème de l'addiction aux jeux vidéo. Le problème, c'est que c'est une théorie qui n'a à ce jour aucune preuve. Pour avoir fait plusieurs exposés sur le sujet, je peux vous l'affirmer. Parce que si addiction il y a, elle n'est jamais liée aux jeux vidéo, mais généralement d'un problème extérieur. Soucis familial, pression, etc. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, que pouvons-nous penser de Ready Player 2 ? Il est à rappeler que lorsque le bouquin est sorti, il s'était fait plumer par absolument tout le monde. Personne ne voyait l'intérêt de réaliser une suite, que ce soit en bouquin ou en film. D'autant plus que du peu que j'avais entendu, l'histoire n'a absolument aucun sens. Déjà que Wayne n'avait aucune motivation dans la première œuvre, il en a encore moins dans celui-ci. On peut s'attendre à ce que, comme le premier film, l'histoire sera modifiée. Mais même là, ce sera un véritable challenge vu comment se terminait le premier film. Évidemment, je n'attends absolument pas cette suite de pied ferme. Pour moi, Ready Player One ne sera jamais représentatif de la pop culture. S'il s'était concentré uniquement sur son divertissement, peut-être que j'aurais été un peu plus positif. Mais il est indéniable que son ton très paternaliste, ainsi que son regard de vieux con, fait de ce film une énorme insulte.